Imagine qu'un proche, un ami, un partenaire, un collègue ou un patron se mettent soudain à t'inonder d'attention, de compliments, de gestes qui te font sentir unique et important. Au début, tu es porté par cette vague d'affection comme sur un nuage. Puis, sans prévenir, tout s'arrête. Plus un mot, silence. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe et juste au moment où tu essaies de prendre tes distances, la personne revient, encore plus présente, plus pressante. Tu as peut-être déjà vécu ça, sans comprendre que tu étais pris dans un vrai piège. Un piège où l'on t'offre de l'amour pour mieux te manipuler, te faire douter et te garder sous contrôle. Le love bombing, c'est cette fausse affection qui peut te faire beaucoup de mal et si tu ne sais pas la reconnaître, il peut te faire perdre confiance en toi et même ta liberté. Salut Samir, Salut Julien. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur où on te vient avec un sujet explosif aujourd'hui, le love bombing. Peut-être que tu connais déjà ça, que tu l'as déjà vécu. En tout cas, on va t'en parler aujourd'hui, voir ce que c'est, comment ça fonctionne, d'où est-ce que ça vient, qui en général utilise cette stratégie et surtout comment est-ce que tu peux faire pour te libérer de cette prison dans laquelle ça peut te placer. Alors l'objectif du podcast est de t'aider à identifier tout ça, de comprendre les effets dévastateurs sur l'estime de soi et d'apprendre à s'en protéger. En fait, c'est vrai que souvent quand on parle du love bombing, on en parle dans les questions de couple, la vie amoureuse. Sauf qu'en fait, ça va au-delà, comme tu peux le comprendre et comme on a pu l'expliquer dans cette petite intro. Ça peut se faire aussi au travail, ça peut se faire dans la famille, ça peut se faire vraiment partout. Et c'est d'ailleurs même une technique qui était utilisée par les sectes. Mais ça, on va revenir dessus plus tard. Et c'est important justement de savoir ce que c'est, parce que c'est aussi le manque de connaissances sur ce sujet qui peut faire que justement on va tomber dans ce jeu manipulatoire en fait. Ouais, complètement, parce que là, on Ouais. parle vraiment de manipulation psychologique, C'est ça. émotionnelle, affective. Et donc, ça va être important de pouvoir repérer les signaux. Alors, peut-être précision ici. Mhm. Tu vas peut-être faire le lien, toi qui nous écoutes, C'est avec ça. des situations, Mm. avec des comportements, avec des attitudes de personnes qui sont autour de toi et qui t'entourent aujourd'hui. Mm. Ce n'est pas nécessairement du love bombing. Ouais. D'accord? Faut pas tout prendre comme étant du love bombing. Faut vraiment voir ça avec un maximum de points qui se valident. Parce que peut-être que tu as des gens autour de toi avec qui tu passes du temps, qui pour eux, le langage de l'amour, c'est t'offrir un maximum de choses, de t'apporter un maximum de choses. Donc c'est pas C'est ça. juste le fait d'offrir beaucoup de choses, comme on va en parler, qui va définir que c'est du love bombing, mais c'est tout ce qu'il y a autour et les effets que ça a sur toi C'est par la ça. suite. Donc C'est ça. vraiment, prends pas de raccourcis parce que ça serait en fait dommage de créer des tensions ou de créer une définition dans ta tête de ce qui se passe dans tes relations qui pourrait te guider vers une compréhension qui est pas la bonne, qui est pas celle qui est plus juste. Donc prends du recul et comprends bien que tout ce qu'on va te donner aujourd'hui ne fait pas en fait de toutes tes relations où tu reçois beaucoup de choses, des relations toxiques et manipulatrices parce que ça demande plusieurs critères pour que on puisse parler à ce moment-là de love bombing. Ouais, c'est vraiment. Et d'ailleurs, c'est un peu comme quand on avait fait le podcast sur le narcissisme, ou plutôt le pervers narcissique. Mhm. C'est ce qu'on disait en fait. On disait faites attention, et c'est vrai qu'il faut toujours nuancer, parce que si on prend un élément isolé parmi tous les éléments qu'on va te donner, et que tu te dis regarde, moi j'ai déjà vécu ça, et puis j'ai quelqu'un qui fait exactement la même chose que ça, en fait tu vas lui coller cette étiquette là, et l'objectif c'est pas de coller des étiquettes, mais tu vas aller Mhm. coller cette étiquette, alors que si ça se trouve le mec, comme tu dis, ou la fille ne te fait même pas du love bombing, c'est peut-être juste un comportement appris qui est isolé, c'est peut-être sa façon à cette personne-là de te donner de l'amour, mais sincère, et non pas pour te manipuler, tu vois. Et tu vas isoler ça et dire regarde cette personne-là, voilà ce qu'elle est en train de faire. Donc effectivement, Julien, c'est vraiment important ce que tu as fait, de remettre de la nuance, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont écouter des petites choses comme ça par-ci par-là, et surtout en plus avec les réseaux sociaux. Je sais que ce podcast va certainement faire l'objet de shorts
sur Instagram, etc., il y a des gens qui vont passer par des raccourcis. Donc voilà, c'est important d'élargir un peu son spectre. Ouais, complètement. Mm. Fait que peut-être pour commencer, du coup, sur ce sujet qu'on a bien introduit là, je pense, ça serait de commencer avec les origines de ce terme, parce que bon, c'est un anglicisme, hein, c'est de l'anglais, le love bombing. Ça serait du bombardement d'amour, si on devait le traduire mot pour mot. Mais ce terme-là, en fait, si on regarde un petit peu, il est présent dans la littérature à partir des années 70-80. Et ça a d'abord été pour décrire, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Samir, des tactiques en fait de secte. Et par exemple, il y a les Moonies. Et en fait, le principe, c'est d'inonder les nouveaux venus d'amour, de bonheur, de bienveillance, de cadeaux, de présence, de prise en charge pour justement les recruter. Donc vraiment les attirer sur ce côté, on prend soin de moi, on s'occupe de moi, on m'aime, on me montre que je suis important, on me donne des choses pour justement faire baisser la garde. Ouais. Ensuite, ce terme-là, ça a été popularisé dans les sphères psychologiques relationnelles et également dans la prévention des violences émotionnelles. Parce que, oui, ça existe, les violences émotionnelles. Il n'y a pas seulement de la violence physique, il y a aussi de la violence émotionnelle. Mm. Et donc, ce terme-là, de plus en plus, il a commencé à être utilisé dans des ouvrages, dans des émissions, dans des partages à la radio, des témoignages, etc. Et petit à petit, il a vraiment pris une place beaucoup plus importante, ce qui fait que maintenant, quand on parle de love bombing, on a effectivement les sectes, on a sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. On va avoir aussi plein de situations dans lesquelles ça va se produire. Et ce qu'on se rend compte dans tout ça, c'est que en fait le love bombing, il peut être à tous les niveaux, dans tous les domaines. Ça peut être dans tes relations amicales, dans tes relations familiales, dans tes relations affectives. Ça peut être suite à une personne narcissique qui va tout simplement te manipuler. Ça peut être dans le cadre de ton travail. Ça peut être à l'école. Ça peut être en fait dans plein d'endroits différents. Ouais. Et ça peut aussi exister dans notre domaine d'activité qui est le coaching. Le coaching, ouais. Et ça, on va beaucoup l'observer, en tout cas plus facilement l'observer dans tout ce qui va être coaching de groupe, événements de rencontres où tu vas avoir un gourou, une gourou, parce que à ce moment-là, je n'ai pas d'autres mots pour décrire la personne, qui va en fait manipuler son audience, qui va bombarder son audience de tout un tas de choses pour ensuite les manipuler derrière et finalement, parfois même, souvent même, faire plus de dégâts qu'autre chose auprès de ces personnes justement qui vont tomber dans ce piège. Peut-être, justement, on va passer au point suivant. Qu'est-ce que le love bombing? Parce que bon, la base, c'est de savoir de quoi on parle, c'est de comprendre justement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, pour pouvoir par la suite s'en protéger. Donc, le love bombing, en fait, c'est une stratégie de manipulation dans laquelle une personne va te submerger d'affection, de compliments, d'attention très rapidement. Et le but, ça va être justement de créer une dépendance émotionnelle. Donc, l'objectif du love bombing, il peut être multiple. Ça va être dans un premier temps de gagner ta confiance. Ça va être de te rendre dépendant, dépendante et de prendre le contrôle sur toi. Aussi, l'un des objectifs, c'est de créer de la confusion émotionnelle chez toi. En fait, si tu veux, dans le love bombing, il va y avoir énormément d'intensité. Quand la personne va venir vers toi, elle va te donner énormément d'amour, d'affection, d'attention. Et puis, le truc, c'est que ça va être très intense, mais d'un coup, il se peut qu'elle te donne plus rien. Et ça va être très intense aussi. Je te donne plus rien. Et en fait, ça va créer des déséquilibres, tout ça. Ça va tellement être déséquilibré que la personne ne sait plus sur quoi danser. Est-ce qu'elle m'aime, est-ce qu'elle m'aime pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Il y a un truc qui va pas. C'est peut-être moi qui comprends mal. Donc voilà, ça va créer une espèce de déséquilibre, une perte de repère. Le truc, c'est que ça va entretenir du doute, d'accord? Et ce doute va créer un renforcement intermittent. Je te donne un exemple. La personne, elle va venir vers toi, elle est hyper douce, hyper gentille. Puis d'un coup,
elle ne te donne plus d'attention, elle ne te calcule plus, elle fait plus attention à toi. Ou potentiellement, elle pourrait être désagréable. Et puis, d'un coup, sans que tu t'en rendes compte, elle va redevenir gentille. Elle va venir te donner des gestes d'attention, des gestes d'amour. Et ce qui fait qu'en fait, la personne ne sait plus du tout sur quel pied danser, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je C'est comprends ça, pas. elle se remet en question parce que la personne qui est en face, en fait, va te faire croire, va te faire penser que c'est toi qui es instable, en fait. C'est C'est ça. toi qui es en demande, c'est toi qui es exigeante. T'es une personne exigeante, regarde tout ce que je Ouais, fais pour toi, puis c'est jamais assez, c'est ça. puis t'es jamais content, t'es jamais contente. C'est Et en ça. fait, cette déstabilisation émotionnelle va faire que toi, tu vas te remettre en doute. Mhm. Parce que c'est ton expérience interne. En fait, l'autre agit de la manière dont il agit, peu importe. Mm. Mais c'est toi, à l'intérieur de toi, dans ta vie de tous les jours, dans ton expérience de l'instant, où tu vas commencer à avoir des doutes. Est-ce que c'est normal de ressentir ce que je ressens? Est-ce que c'est normal d'en vouloir à l'autre, d'agir d'une certaine façon? Après tout, avec tout ce qu'il me donne, tout ce qu'il m'apporte, tout ce qu'il m'offre, est-ce que est-ce est-ce que c'est normal? Est-ce que tu sais, tu te poses vraiment des questions? Et c'est aussi un des signaux forts, tu vois? On me disait tout à l'heure, bah, ça va être de comprendre qu'est-ce qui se joue en arrière-plan, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Et c'est ça aussi, c'est de voir, est-ce que t'es pas en train de te remettre en doute toi? Parce qu'en fait, un coup ça va pas, et que t'as l'impression que c'est toi qui es pas stable, que c'est toi qui as un problème, Ouais. que c'est toi qui es problématique, en fait, dans la situation, dans le dans la relation. Et si jamais tu tombes dans ce piège-là, et attention, hein, ça veut pas dire que t'es faible ou quoi que ce soit, parce que ça aussi c'est important de le préciser, je crois. C'est que si tu vis du love bombing ou que t'en as déjà vécu par le passé, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des éléments qui fonctionnent mieux chez des personnes justement qui sont fortes et qui sont intelligentes. Ouais. Parce qu'en fait, le fait que tu sois intelligent ou intelligente, c'est ce qui va te pousser à te remettre en question et à chercher à comprendre et à chercher à voir ce qui fonctionne pas. Et qu'est-ce qui fait aussi que bah, c'est parce que tu es une personne qui est forte, c'est parce qu'en fait, tu vas garder les choses pour toi. Et en fait, c'est ta force qui va être à ce moment-là ta plus grande faiblesse parce que tu vas pas en parler, parce que tu vas le garder pour toi, parce que tu vas essayer de le comprendre, parce que tu vas essayer de l'expliquer, tu vas essayer de travailler sur toi, tu vas essayer d'avancer. Fait que vraiment si jamais tu as déjà vécu ça ou que tu es peut-être en train de le vivre aujourd'hui, ce qu'on te souhaite pas, bien évidemment, c'est de comprendre que tu es tout sauf bête et tout sauf faible. C'est exactement l'inverse. C'est parce que tu es une personne forte et que tu es intelligent, intelligente, que justement tu vis ce genre de problématique. Ouais, exactement. Et justement, les personnes qui nous écoutent vont se dire, bah tiens, le love bombing, moi, ça me fait penser au pervers narcissique. Ben, c'est une technique qu'il utilise en fait beaucoup, le pervers narcissique. Ouais, Ouais, ça veut pas dire complètement. que celui qui utilise du love bombing est forcément un pervers narcissique. Non. D'accord, on Ça peut être un apprentissage aussi c'est qui ça. a été fait. Hein. Exactement, ouais. Ça veut pas forcément dire que c'est un pervers narcissique, mais en tout cas, c'est utilisé beaucoup. Et effectivement, bah, tu vois, tout ce que tu dis là, Julien, bah, en fait, ça va déstabiliser le système nerveux de la personne parce que le cerveau, en fait, il arrive plus à faire le tri entre, bah, est-ce que c'est une menace? Est-ce que non, au contraire, c'est de l'amour? Est-ce qu'il y a un lien affectif? Est-ce que la personne me veut du mal? En fait, le cerveau n'arrive pas et ça passe par Mhm. plusieurs phases et en fait, ça va créer une ambivalence émotionnelle entre colère, confusion, espoir, culpabilité. Donc voilà, la personne, elle est complètement perdue. Et ça me rappelle une histoire, Julien, d'une Mhm. personne que je connais qui a vécu ça en entreprise. Donc en fait, elle est arrivée dans une entreprise et dès le départ, en fait, t'as le manager qui lui donnait beaucoup d'attention. D'accord? Mhm. Il l'a valorisée comme si, bah, en fait, c'était la personne la plus exceptionnelle de l'équipe, comme si, tu sais, elle était vraiment mise sur un gros piédestal. D'accord? Et l'objectif, c'était pas de la séduire, mais c'était vraiment, tu sais, quand elle est arrivée, de, waouh, je suis vraiment content de t'avoir dans mon équipe, t'as un profil extraordinaire et tout ça. Donc, vraiment, au début, c'est comme ça que ça a commencé. Puis après, d'un coup, sans prévenir, en fait, il se mettait à l'ignorer complètement. Mhm. Et le truc vicieux, c'est que il l'ignorait et il valorisait d'autres membres devant elle, d'autres personnes dans l'équipe devant elle, vraiment. Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle
tu sais, elle a commencé à douter en se disant, en fait, c'est pas normal. Tu sais, hier, il me valorisait, là, il me valorise plus, mais il valorise d'autres. Peut-être que c'est moi, peut-être que j'ai fait un truc pas, tu sais, qu'il fallait pas, peut-être que, et donc, du coup, ça a créé de la culpabilité chez elle Mmh. et un besoin de retrouver cette espèce d'attention perdue. Tu vois, ce sentiment d'être unique, en fait. Et juste au moment où, en fait, elle commençait à se faire une raison, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu vers elle comme si de rien n'était et il a recommencé encore une fois à lui redonner de l'attention, à la remettre sur un certain piédestal. T'es extraordinaire, je suis vraiment content, tu fais du bon boulot et tout. Et en fait, c'était comme ça pendant toute sa carrière jusqu'au moment où en fait elle en a eu marre et qu'elle est partie. D'accord? Ouais. Mais à chaque fois, c'était ça. Et il faisait ça avec tous les membres de l'équipe, ce qui fait qu'en fait, chaque personne isolée vivait exactement la même chose. Et souvent, c'était Mmh. alors non, c'était pas toujours le cas. C'était souvent envers des femmes qui faisaient ça, mais il a Mmh. fait ça aussi envers des hommes aussi. Moins, mais il l'a fait aussi. Donc, j'imagine qu'il y a certains profils, comme tu dis, Julien, des profils qui sont un peu plus intelligents, qui se remettent un peu plus en question. Ça Mmh. fonctionnait pas avec des profils un peu rigides. Tu vois, les gens qui pensent tout savoir et qui se remettent jamais en question et Tout à fait, ouais. ça fonctionnait pas. Il le faisait pas avec eux. Il le faisait vraiment avec des personnes justement qui avaient cette capacité à se remettre en question, qui avaient cette capacité d'empathie, Ouais. et pas avec les autres, ouais. Ouais et puis tu as nommé aussi un point qui est très important, c'est l'isolement Mmh. et ça aussi, ça va être important parce qu'en fait, dans les stratégies du love bombing, la personne va t'inonder de tout un tas de choses, mais va aussi te faire comprendre de manière plus ou moins directe que, tu te dois en fait d'être disponible pour cette personne-là. Tu te dois de réserver ton temps, tu te dois d'être présent, présente. Donc quand on va tomber effectivement dans une manipulation avancée avec le love bombing, on va avoir aussi cet isolement qui va se produire. C'est-à-dire Mmh. que tu vas être embarqué dans l'univers de l'autre. Tu vas être embarqué dans son agenda, dans ce qu'il organise, dans ce qu'elle organise, dans ses relations, dans tout un tas de choses. Par contre, tu vas être de plus en plus isolé d'Étienne pour avoir de moins en moins accès, en fait, à des éléments sur lesquels tu pourrais te raccrocher et sur lesquels, en fait, tu pourrais observer, avoir du feedback, que tu pourrais recevoir du feedback qui remettrait en question ce qui est en train de se passer, justement, dans Ouais, ta relation. Et exact. vraiment, c'est de comprendre que ça peut se faire à toutes les strates, parce que là, tu parles effectivement du milieu professionnel. Bon, tu as bien sûr le milieu affectif, relationnel de couple, bien évidemment, mais tu as ça aussi chez les parents qui Oui, vont faire du love bombing sur leurs enfants ouais. et qui vont en fait les bombarder de tout un tas de choses, puis ensuite les ignorer, les juger, les critiquer, leur dire qu'ils sont pas assez, qu'ils font des efforts, que c'est toujours compliqué de s'occuper d'eux, que de toute façon leur vie ça aurait été plus simple, machin. Et puis paf après, rebelote. Je te bombarde à nouveau, je t'invite, je t'emmène, je t'offre plein de trucs, je te propose. Et en fait, c'est toujours cette même stratégie qui est là. Et peut-être avant justement de donner plus de précision sur qu'est-ce qu'on vit nous quand on subit justement ça, c'est de voir qu'il y a des raisons derrière ça. Mmh. D'accord? On peut pas juste dire le love bombing, en fait, c'est parce qu'on a des personnes qui sont en face de nous qui sont des mauvaises personnes. Non, ce sont pas des mauvaises personnes. Ouais. En fait, ce sont des personnes qui sont bien souvent en souffrance, qui ont des traumas affectifs, et pas que, et qui ont un énorme besoin, finalement, de s'assurer d'être entouré, d'avoir une appartenance, mais surtout d'être dans cette posture de contrôle et de maîtrise de ce qui va se passer. Parce que souvent en face de nous, dans ce genre de situation, c'est que on a des gens qui ont un besoin de validation, un besoin d'admiration, un besoin de valorisation, parce que leur estime de soi, elle est super fragile. Ouais. En fait, ils cherchent à obtenir une affirmation extérieure à travers toute l'admiration, à travers la dépendance des autres pour dire, regarde, je suis important parce que les autres ont besoin de moi. Regarde, cette personne, elle pourrait pas faire sans moi. Si elle en est là aujourd'hui, c'est grâce à moi. C'est grâce à ce que je lui apporte. Si cette personne, elle est aussi épanouie, c'est parce que je suis là. C'est parce que je lui apporte des choses, c'est parce que je préserve cette personne. Mmh. Et
bien sûr que ce comportement, il peut être conscient. C'est-à-dire que la personne sait pertinemment ce qu'elle fait, mais ce comportement peut être aussi totalement inconscient et découler, en fait, d'insécurité profonde et d'un passé, encore une fois, qui est souvent marqué par des relations instables au niveau familial, des traumas au niveau de l'expérience famille, parents, enfants, éventuellement frères et sœurs. Donc, c'est vraiment une problématique. C'est une stratégie qu'on peut utiliser en conscience, ce qu'on va d'ailleurs retrouver beaucoup dans le cadre sectaire ou tout simplement les personnes qui vont savoir que le love bombing permet de créer, de déstabiliser de cette manière-là. Mais c'est vraiment, à la base, si tu veux, une stratégie pour prendre le contrôle rapidement, calmer les anxiétés de la personne, la rassurer sur on va pas me laisser, on va C'est pas ça. m'abandonner, on va pas me trahir, on va pas se retourner contre moi, on Mmh. va pas tout un tas de choses, sauf que ces craintes, cette anxiété, ce besoin va en fait nourrir un besoin narcissique, comme on le Mmh. disait, et va développer de plus en plus en fait le besoin lui-même. C'est-à-dire que ce qui va venir satisfaire va venir en fait renforcer le besoin, besoin d'admiration, besoin de supériorité, besoin d'influence, et du coup, tout ça, ça va augmenter en contrepartie la peur de l'abandon et l'anxiété d'attachement, et on va encore augmenter du coup le besoin de manipuler et d'assujettir. Et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est vraiment un cercle vicieux. Ouais. Alors, quand c'est des situations comme ça qui sont pas volontaires, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que toi, en tant qu'individu, t'es suffisamment stable et suffisamment à même de comprendre ce que l'autre est en train de vivre et qu'en fait, les stratégies que il ou elle utilise ne sont pas de sa volonté, mais qu'il y a vraiment une problématique derrière et que tu décides de rester avec cette personne, parce que tu as le droit de décider de rester. Ouais. Mais dans ce cas-là, tu appliques des stratégies, tu mets des choses en place, tu définis clairement les limites, tu recadres l'autre pour dire ok, ça marche pas, ça tu me dis pas ça, ça fonctionne pas, ça je veux pas de ce truc-là. Là, regarde ce que tu es en train de faire. Donc, en fait, de corriger petit à petit ce qui se passe dans ta relation, tout en permettant à l'autre de pouvoir trouver son équilibre, d'être rassuré sur ses peurs, ses craintes, ses inquiétudes, et de progresser plus ou moins. Mais ça demande à ce que toi, tu aies une stabilité qui soit là, que tu aies un équilibre qui soit clairement posé, et que tu aies des stratégies entre les mains. Ouais. Et que si t'as pas tout ça, la réponse est souvent la même, c'est tu fais tes bagages et tu t'en vas. Bah oui, ouais. Parce qu'il y aura pas d'entre-deux. L'entre-deux, ça va être toi qui va devenir misérable et qui va souffrir, et ça changera pas la situation de l'autre. Exactement, ouais. Donc de faire attention à ça. Fait que je voulais juste repréciser pour pas que ce soit le gros méchant loup. Mmh, mmh, Tu mmh. sais, de dire oui, ma mère est comme ça, en fait, c'est une folle furieuse, c'est un démon, elle fait juste que faire souffrir les gens. Non, si ta mère ou ton père est comme ça, c'est parce qu'il y a de la souffrance derrière. Ça Ouais. n'excuse pas, ça ne justifie pas et ça ne devrait pas se produire. Mais c'est pas l'identité de la personne. Et si tu as des personnes autour de toi qui fonctionnent comme ça, il est possible qu'il y ait une vraie souffrance de leur côté. Il est possible aussi que la personne soit juste manipulatrice et qu'elle le fait parfaitement en conscience, mais en général, tu fais pas ça si tu vas bien dans ta tête. Ouais. C'est si t'es stable émotionnellement, psychologiquement, normalement, t'as pas besoin de développer ce genre de stratégie. Mmh. Fait que, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Exact, ouais. Non, c'est bien de le mentionner ça, Julien, en fait, on l'oublie très souvent, mais derrière les comportements, il y a des choses qui se sont passées. Ça veut pas dire qu'on justifie, ça veut pas dire qu'on Non, excuse la clairement. personne, non, pas du tout. Mais ça veut juste dire que, en fait, on prend la personne dans son intégralité, pas avec des choses isolées. Non, en Mmh. fait, elle est comme ça parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle est mauvaise de nature. Non, elle est pas mauvaise de nature. Elle a juste vécu des choses sur son chemin, des traumas, des difficultés, des déceptions peut-être, un ensemble de choses qui se sont cumulées et qui ont fait qu'en fait son système a compris que c'était la meilleure stratégie pour elle, en fait, d'obtenir ce qu'elle veut, en fait, de répondre à ses besoins. Et ça veut pas dire que, tu sais, on te dit ça, faut que tu le gardes à l'esprit. Ça veut pas dire que si demain tu en baves avec, t'en baves avec une personne qui fait ça, que tu dois la regarder avec ton petit regard d'empathie et dire ouais ben non je peux pas la laisser parce qu'elle a souffert avant. Non non non. En fait la priorité c'est toi. Si tu n'arrives pas à gérer ce genre de personne, si comme tu dis Julien t'es dans les extrêmes là parce que c'est très compliqué,
Ben non, non, tu te sauves en fait. C'est pas parce que cette personne a souffert, parce que en fait c'est le fruit de son enfance, de trauma et tout, que tu dois la sauver. Non, Tout à fait. la personne elle doit se sauver toute seule. C'est pas à toi de sauver quelqu'un. C'est à elle de Mmh. prendre conscience et de se prendre en charge. Mais toi, tu ne dois pas payer les conséquences de ce qu'elle a vécu dans sa vie. Ça, c'est vraiment important de le garder à l'esprit. Tu sais, j'ai eu des gens dans ma vie comme ça, là, tu sais, je les regardais et je me disais, ouais, mais je sais qu'ils ont souffert. Oui, mais je sais que ceci, mais je sais que cela. Mais en fait, non, j'ai pas, tu sais, c'est pas, je suis pas la cause de ces problèmes. Je ne dois pas payer pour les problèmes qu'elle a vécu dans sa vie. Ah oui, C'est tout à tout. fait. Voilà. C'est pas à toi de payer pour ça. Après, tu C'est peux ça. soutenir, tu Ouais. peux comprendre, Mhm. mais comprendre, c'est pas accepter dans C'est le pas sens accepté, ouais. valider et c'est OK. Oui, on accepte que l'autre soit en souffrance, on accepte que l'autre Mhm. traverse des moments difficiles, on accepte qu'il ait une histoire, mais de bien se rappeler de cette phrase-là, qui est une clé importante dans notre vie, on vit ce qu'on tolère. Ouais. Fait que Super. si tu n'aimes pas ce que tu vis, revois ce que tu tolères ou ce que tu tolères pas dans ta vie. Et si tu tolères qu'on te traite comme de la merde, si tu tolères qu'on te manipule, si tu tolères que on se serve de toi, si tu tolères qu'on te parle mal, si tu tolères qu'on te fasse passer au deuxième plan, si tu Mhm. tolères qu'on décide à ta place, bon, bah, tu peux reprocher tout ce que tu veux aux gens qui t'entourent. Mm. Le problème, oui, ils ont peut-être un problème, mais le problème majeur, c'est toi. C'est ton C'est ça. positionnement, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais pas. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment une clé, je pense, qui est essentielle dans notre vie, quelle que soit la situation, de toujours se remettre soi-même en question en disant, bah, je suis peut-être pas parfait, j'ai peut-être des choses à travailler, c'est même sûr d'ailleurs que j'ai des choses à travailler, mais de pas forcément prendre le raccourci en fait, c'est de ma faute si tout ça se passe, c'est parce que je suis pas assez bien, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Aussi, Non, ouais. non, c'est OK, tu as des choses à travailler, mais regarde surtout ta grille de validation. Qu'est-ce que tu tolères et qu'est-ce que tu tolères pas? Qu'est-ce qui est acceptable ou pas? C'est un peu le même principe que quand tu vas avoir un conjoint ou une conjointe qui va s'en prendre à toi physiquement, qui va ensuite s'excuser et te bombarder de choses positives, et qui va encore s'en prendre à toi, et qui va faire que ça, où tu dis, mais non, mais c'est pas de sa faute, oui, mais c'est l'autre, mais de toute façon, ça va aller mieux. Tu vas continuer à vivre ce que tu tolères, et ça va continuer à s'empirer. Ça va pas aller C'est mieux. exactement Ça va ça. pas aller dans la bonne direction. Ouais. Donc, soit tu finis entre quatre planches, soit tu fais quelque chose. Ouais. Mais ça vient de toi, ça vient de ce que tu tolères. Et possiblement que si tu arrêtes de tolérer, bah, que ça va aider l'autre justement à adopter des nouveaux comportements, à Mm. mettre en place des nouvelles choses. Parce que, encore une fois, si tu tolères, à ce moment-là, bah, ça va juste continuer. C'est un peu comme on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais c'est un exemple très parlant justement de cette dynamique qui est si ton enfant, par exemple, à l'école, subit du harcèlement, il fait partie de l'équation et il est en partie responsable du harcèlement qu'il est en train de vivre et qu'il va continuer à vivre derrière. Ouais. Ça veut pas dire qu'il est coupable et que c'est de sa faute et qu'il doit tout faire. Non. Mais il a sa part de responsabilité. Et en fait, dans toutes ces configurations-là, on a toujours notre part de responsabilité. Ouais. Et la responsabilisation individuelle, personnelle, et comprendre qu'on vit ce qu'on tolère, ben ça, c'est une clé qui peut te libérer de tellement de choses et t'aider à te repositionner sur tellement de sujets pour que tu puisses justement avancer. Ce que tu dis là est intéressant et je sais que ça va faire grincer des dents, mais en fait, toi qui nous écoutes, garde à l'esprit juste que, tu sais, quand tu parles du harcèlement, que beaucoup d'enfants victimes de harcèlement dans un établissement, lorsqu'ils changent d'établissement, revivent du harcèlement. Et puis ils vont rechanger d'établissement et ils vont revivre du harcèlement. En fait, très souvent, on a cette tendance à dire, bah, c'est pas grave. Une fois qu'il va changer d'établissement, Ça c'est ira bon. mieux. Voilà, ça ira mieux. Et en fait, très souvent, pas pour tous, d'accord, mais Mhm. très souvent, bah, en fait, ils vont le revivre. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils revivent ce harcèlement? C'est, c'est Bah, que c'est ça. clairement, il y a un dénominateur commun. Et c'est pas Mhm. forcément les autres. Parce qu'il change d'environnement. Il est avec des gens qu'il ne connaissait pas. C'est tout à fait ça. Ça. Donc, c'est que C'est comme dans les derrière. relations interpersonnelles, hein. Ouais. C'est ah, je comprends pas, à chaque fois je tombe sur une personne comme ça. Ouais, je tombe sur des connards. Hmm. Bah, c'est peut-être parce que tu es à l'origine du choix et que tu reproduis les mêmes schémas. Ouais, C'est je tombe ça. toujours sur ce type d'entreprise, je tombe toujours sur ce type de manager. Mhm.
les chances statistiques pour que tu retombes sur la même personne, je veux dire, elles sont quand même infimes, là. Ouais. Donc, il y a quelque chose chez toi qu'il faut remettre en question et qu'il faut voir de ce que tu acceptes, de ce que tu choisis. C'est tout à fait ça, hein. Ouais. Ouais, c'est Le ça. dénominateur commun. Ouais, et en fait, voilà, quand on parle de dénominateur commun, bah, en fait, ça peut être une attitude chez toi, une manière de te comporter, ça peut être le fait que tu as accepté 1 ou 2 fois qu'on te parle mal, peut-être que tu es quelqu'un d'atypique et que tu attires beaucoup l'attention sur toi. En fait, ça, c'est pas quelque chose de mauvais, mais que derrière, Mmh. en fait, l'attitude que tu as fait que tu laisses les autres s'ingérer dans ta vie, tu vois? Donc voilà, il y a plein de choses et d'ailleurs, c'est vrai que les personnes atypiques vivent beaucoup de harcèlement, mais c'était pas le sujet, le harcèlement. Mais c'est vraiment, tu sais, une petite aparté là. Ils vivent Mmh. beaucoup de harcèlement, mais justement parce qu'ils sont atypiques, parce qu'ils attirent le regard. Mais en fait, c'est ça, c'est que s'ils sont pas armés aussi pour se protéger, pour mettre des barrières, bah Mmh. en fait, ils attirent le regard, 2, ils tolèrent tout ce qui se passe, bah forcément qu'ils vont vivre eux du harcèlement et pas quelqu'un d'autre. Alors que Tout à si fait. ils apprennent à définir les limites, bah même s'ils sont atypiques, bah malgré tout ils le vivront pas ce harcèlement. Donc voilà, juste de le dire, c'est un balai. Encore une fois, j'aime bien utiliser l'image de la danse. C'est chacun en fait, c'est toi et c'est l'autre. Et chacun va Tout à faire fait. un move et l'autre va s'adapter. Tu disais Julien, si tu changes ton attitude, bah forcément qu'il y a des choses qui vont changer. Oui, peut-être que la personne va se remettre en question. Peut-être que la personne ne voudra plus jamais t'adresser la parole et honnêtement, c'est très bien. Parce qu'une personne qui te marche dessus, ça ne sert Mmh. à rien de continuer de dealer avec. Peu importe qui elle est, Ouais, et si elle, complètement. elle décide d'arrêter de te parler, c'est son choix, c'est pas de ta faute. C'est elle qui a décidé. Oui, en Ouais, plus, de pas c'est laisser ça. l'autre justement te dire: «Oui, bah, regarde, si on se voit plus, c'est de ta faute. Si je Ouais, m'en ouais, vais, si je veux plus te parler, c'est de ta faute». c'est ça. Ouais, regarde, grand bien te fasse, moi je négocie pas avec les terroristes, fait que prends tes distances et puis C'est ça. tout le monde ira bien. Mm. Et vraiment le truc qui est, je crois, essentiel, c'est tu sais, c'est pas de te dire: «Ah, il faut que j'aille sauver l'autre, il faut que je C'est l'accompagne, ça. le pauvre, il est en train de souffrir. La pauvre, en fait, si elle vit ça, si elle agit comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas». En fait, il y a un élément qui est très important et que moi, j'aurais aimé comprendre bien avant. Ça m'aurait évité de me retrouver dans des situations, Mm. où, j'avais littéralement l'impression de devenir dingue. Ouais, Parce ouais, que je te justement, comprends. tout cet environnement-là et toute cette manipulation-là, où vraiment, et peut-être que toi qui nous écoutes, tu vas te reconnaître aussi, mais en fait, où tu te dis: «Mais qu'est-ce qui va pas chez moi, en fait? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je suis en train de péter les plombs». Mhm. Parce que tu as plus de point de repère, tu as juste ce feedback-là. Des fois ça va, des fois ça va pas et c'est ultra compliqué à vivre. Mm. Et ce que j'aurais aimé apprendre bien avant, mais après, bah, il y a l'âge aussi qui fait que, il y a la maturité émotionnelle, il y a tout un tas de choses qui font que. Mais une clé importante, c'est de comprendre que reconnaître ce schéma de fonctionnement chez l'autre, c'est un premier pas vers un truc qui est essentiel. C'est ce qu'on appelle l'autonomie émotionnelle. Mm. L'autonomie émotionnelle, c'est, à mon sens, l'une des clés ultimes de ton équilibre à toi. Parce que l'autonomie émotionnelle, c'est de comprendre que rien ni personne ne peut décider à ta place de ce que tu dois vivre et de comment tu dois te sentir. Tu vas être influencé, c'est certain. Moi, demain, je reçois une mauvaise nouvelle, je vais être influencé. Je vais passer du temps avec une personne qui est désagréable, je vais être influencé. C'est sûr et certain. Mais derrière, c'est est-ce que je définis mon expérience que je suis en train de vivre sur l'instant comme étant mon expérience et la réalité absolue des choses. Et si tu veux des relations qui sont équilibrées, si tu veux des relations qui sont stables, c'est impératif que tu développes ton autonomie émotionnelle. Où en fait, l'autre va partager des choses avec toi, mais l'autre ne sera pas responsable de ton bonheur. Comme Mm. toi, tu ne seras pas responsable du bonheur de l'autre. Moi, je sais que j'ai fait réagir une fois, puis après j'ai expliqué, parce que la personne ne comprenait pas forcément ce que j'étais en train de lui dire. Mais un jour, une personne me dit: «Bah tu sais, moi si j'arrive à être heureuse, c'est parce que t'es là». À l'époque, j'aurais dit: «Bah c'est gentil, je suis content, ça me fait plaisir et cetera», parce que forcément ça te fait plaisir. Et bah, le réflexe que j'ai maintenant face à ça, c'est de dire: «Non, non, non. Si t'es une personne heureuse là, aujourd'hui, si tu heureux, heureuse,
c'est parce que tu fais des choix. C'est parce que tu mets des choses en place dans ta vie. Et ce qui tombe bien, c'est qu'on est en train de vivre ensemble à ce moment-là, sur une plus ou moins longue durée, peu importe, ces expériences et on est en train de les partager ensemble. Et ça, c'est cool parce que ça multiplie notre bonheur, ça multiplie notre joie, ça multiplie ce qu'on est en train de vivre parce qu'on le partage. Mais je refuse d'être la personne responsable de ton bonheur. C'est hors de question. Je ne prends pas cette responsabilité. Je ne prends pas cet engagement. C'est le seul engagement que je prendrai pas, que je prendrai plus. Ça fait des années que je le prends plus. Mais c'est un des seuls engagements que je ne prends plus envers personne. Je ne suis pas responsable du bonheur des autres. Je ne suis pas responsable de ta joie de vivre. Je ne suis pas responsable de comment tu te sens. Ça t'appartient. Ouais. On partage, on discute, on échange, on ajuste. J'ai des choses à corriger, t'as des choses à corriger. Puis c'est OK. On apprend à se découvrir, à se connaître, à avancer ensemble. Mais il est hors de question que, quoi que tu fasses, ça vienne pourrir mon niveau à moi de bonheur. Et c'est hors de question que moi, je prenne la responsabilité de ton bonheur à toi. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aurais aimé apprendre et développer bien avant, parce que ça m'aurait évité des déconvenus et ça m'aurait évité de croire que j'étais complètement dingue. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Maintenant, je me soigne. Maintenant, je suis stable. C'est ça. mais c'est vraiment important de comprendre, regarde, t'es pas responsable du bonheur de tes parents, t'es pas responsable du bonheur de ta conjointe, de ton conjoint, de tes amis. T'es pas responsable de ça. T'as pas à prendre cette responsabilité. Et si t'arrêtes de prendre cette responsabilité, tu vas te rendre compte que tu seras beaucoup moins manipulable, quelle que soit la situation, parce que tu deviens responsable de toi-même et plus des autres. Et à partir de là, c'est, regarde, si ça va pas aujourd'hui, si j'ai fait quelque chose qui t'a affecté, dis-le moi, comme ça je recommence plus. Peut-être que je suis passé à côté, mais dis-le moi. Par contre, si tu me dis je sais pas, si tu me dis bah non, t'as rien fait, bah non machin, bah dans ce cas-là, si j'ai rien fait, prends ta responsabilité de ce que t'es en train de vivre. Je veux bien t'accompagner, je veux bien être là à tes côtés, je veux bien te soutenir, je veux bien beaucoup de choses, mais je prendrai pas la responsabilité. Tu sais, c'est comme ces personnes qui te disent parfois ah oui mais moi je trouve que t'as changé, c'est pas comme avant. Ok, vas-y, explique-moi. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est plus comme avant? Qu'est-ce qui devrait être comme avant? Qu'est-ce qui te manque? Bah je sais pas. Ok, bah si tu sais pas, t'es en train de me refiler la responsabilité de ce que tu vis aujourd'hui. Je suis pas responsable de ça. Si t'es pas en mesure de me nommer quelque chose de spécifique que j'ai pas fait, que j'ai mal fait, que j'ai provoqué, dans ce cas-là, je suis pas responsable. Je veux bien me remettre en question, je veux bien amener des changements, je veux bien chercher à progresser sur tout un tas de points. Puis alors là, c'est sans problème. Mais si tu me balances une responsabilité diffuse qui se rattache à rien de concret, c'est peut-être que c'est de ton côté qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Je veux bien être là, je veux bien t'aider, mais je serai pas responsable de ça. Ouais, ça c'est important. Voilà. Bon, après je le partage comme ça parce que parce que c'est du vécu, parce que c'est des expériences où j'étais le dénominateur commun et j'ai recommencé plusieurs fois avant de bien sûr. comprendre. Fait qu'à un moment donné, tu finis par l'apprendre ta leçon. Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais c'est vraiment important, que ce soit du love bombing ou une autre stratégie. Mais là, on est sur celle-ci. Voilà, c'est de comprendre que ok, l'autre a peut-être une difficulté, mais moi, je dois prendre mes responsabilités aussi de ce que j'accepte, de ce que je tolère, et surtout que je suis pas responsable. Chacun est autonome dans son émotionnel. Tu peux provoquer des choses, corriger, ajuster, bien sûr, mais chacun est responsable de son propre système émotionnel. Ouais, exactement. Vraiment de garder en tout cas à l'esprit que tu ne dois pas te sacrifier pour quelqu'un, en fait. Tu es la priorité, en fait. Et merci Julien pour pour ce que tu as raconté, parce que je pense que ça parlera un petit peu à nos auditeurs. Et moi, tu regardes, il y a un truc là qui me vient à l'esprit tout à l'heure quand j'avais dit, mais je veux réappuyer dessus, parce que je connais aussi des gens qui vivent ça et qui l'ont vécu. C'est vraiment de garder à l'esprit que si, tu sais, parce qu'il y a des personnes qui acceptent par peur de finir seules aussi. Ça, c'est parmi les personnes qui vivent du love bombing. Il y en a qui acceptent par peur, c'est ça, de finir seules. Donc, ils vont pas oser, en fait, s'affirmer. Ils vont pas oser reprendre leur place. Juste de comprendre que tu n'es pas responsable. Si demain tu dis stop et que la personne décide
en fait, de s'en aller, de te snober, de ne plus te parler, ce n'est pas de ta faute, c'est son choix. Elle est responsable de ses propres choix. Tout à fait. D'accord? Tout à Donc, fait. je vais utiliser un mot qui va être assez difficile à entendre, que Julien t'a beaucoup utilisé, ne te prostitue pas pour plaire aux autres. J'ai dit ça, D'accord? moi? Eh oui, tu utilises beaucoup ce mot-là. Mais c'est un mot qui fait mal. Et c'est vrai que je l'ai utilisé à certains moments même avec mes clients, parce que je l'ai repris. Et Ouais. c'est un mot qui, tu sais, qui crée un déclic de, ah ouais, punaise, c'est un mot qui est tellement fort, qui dit, ah ouais, mais Ouais. merde, en fait, c'est exactement ce que je fais là. Je suis en train de me marcher dessus parce que, pour plaire à l'autre, pour que l'autre ne me délaisse pas. Donc vraiment, c'est pas de ta Tout à fait. faute. C'est le choix de l'autre. Et l'autre a le droit, s'il veut, bah écoute, tant pis pour lui, en fait. Tu sais. Ah Moi, oui, il y a complètement. des gens comme ça dans ma vie, j'ai dit non. Et puis, en fait, ils ont décidé de sortir de ma vie, tu vois. Et Mmh. je vais pas leur courir après. T'as fait ton choix. C'est très bien pour toi. C'est dommage pour toi. Oui, c'est ça, Tu de vois. pas de pas courir après. C'est ça. Mm. Parce que, tu sais, là, on parle de l'autre qui, applique le love bombing, mais peut-être que toi aussi, de ton côté, tu mets des choses en place parce que tu as tes propres peurs, parce que tu as C'est tes ça. propres inquiétudes. Je veux dire, tu vas pas vers la prostitution émotionnelle Mhm. quand ça va aussi de ton côté. C'est ça. Et effectivement, la peur d'être abandonné, la peur d'être laissé, la peur de finir seul, ça peut aussi faire partie d'eux. Hein. Et comprendre et de travailler aussi sur toi. Parce que là, on n'est pas en train de dire, regarde, c'est que la faute de l'autre, puis il fait du love bombing, puis regarde, s'il est capable de faire du love bombing sur toi et que ça t'impacte comme ça, c'est parce qu'il y a aussi des choses de ton côté. C'est ça. Parce qu'à un moment Mm. donné, si effectivement t'as pas de trauma particulier, si t'as pas d'instabilité particulière de ton côté, bah l'autre te bombarde. À un moment donné, tu peux lui dire, oh regarde, on va se calmer un petit peu, parce C'est ça. que dans les signes finalement que tu peux être victime de love bombing, c'est que tu commences une relation puis ça démarre, mais alors à fond les ballons quoi. Limite au bout d'une semaine, vous achetez une maison, vous vous installez parce Mm. que ça va très vite. Parce qu'en fait, on parle de sentiments forts, on parle d'attachement, on parle d'amour, on parle d'engagement, on parle de tout un tas de choses, on fait des projets sur la comète, etc. Et derrière, si tu te laisses, entre guillemets, embarquer dans ce truc-là, c'est parce que ça vient répondre aussi à des choses de ton côté. Donc il faut pas juste mettre le tout sur l'autre, c'est en disant aussi, bah, encore une fois, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce que j'accepte. T'as le droit aussi de dire à l'autre, regarde, on va peut-être se calmer un petit peu, on va peut-être se donner le temps, on va peut-être On se ralentir un petit calme le peu. pompon un peu là. Ouais, on se Stop. calme le pompon là. C'est exactement ça. Et voilà, et c'est de recadrer, et c'est de dire, ok, bah merci pour tous les compliments, mais c'est aussi de dire, regarde, si si tu te sens bien aujourd'hui, si tu es heureux ou heureuse aujourd'hui, bah je suis content de faire partie de l'équation, mais tu as aussi une grande part de responsabilité sur ce qui se passe. Tu Mm. vois, de rediriger, de recadrer l'autre, quand l'autre te dit: «Ah là là, mais je serais plus de ce monde si t'étais pas là». Non, 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 attends, on va arrêter le truc tout de suite. Si, tu serais encore de ce monde si j'étais pas là, parce que Mm. la première personne dont tu as besoin, c'est de toi-même. Et puis tu fais ce qu'il faut aujourd'hui pour que tu te sentes bien, pour prendre des décisions, pour passer à l'action, pour réaliser des choses. Je suis fier de toi, je te soutiens dans ce que tu fais, mais je suis pas responsable si tu es encore là aujourd'hui. C'est C'est ça. ta décision, c'est ton choix. Je suis content Mm. d'y contribuer, mais j'en prends pas la responsabilité. C'est ça. Et ça peut sembler être dur quand je dis ça, mais c'est essentiel de recadrer. Déjà pour toi, pour te protéger, parce que ça va te permettre de mettre la distance nécessaire pour pas te laisser embarquer dans ce process-là. Surtout si tu sais que tu as tes propres biais de fonctionnement qui ont tendance à t'emmener dans ce type de relation. Et puis la deuxième chose, c'est que tu es en train d'aider l'autre à revisiter sa valeur, à revisiter son mode de fonctionnement, à revisiter sa réalité. Ça veut pas dire que tu vas guérir la personne, mais en fait, tu lui donnes les moyens de pouvoir progresser. Tu lui donnes les moyens d'avancer. Et ça rend encore plus de valeur que de lui dire, ben oui, mais bien sûr, mais je suis content, mais oui, mais c'est bien, je fais ce qu'il faut, mais oui, je vais prendre soin de toi, mais oui, tout un tas de choses. Parce qu'en fait, tu vas droit dans le mur si tu fais ça, de toute façon. C'est ça. Donc voilà, Mm. un des points, c'est ce rythme effréné de la relation où ça démarre sur les chapeaux de roue, puis après ça redescend, puis ça remonte, puis ça redescend. Les Ouais. montagnes russes, c'est pas toujours agréable, surtout quand tu choisis pas de les vivre. Exactement, Julien, et merci, bah, du coup, pour un des premiers signes du love bombing que tu as Mhm. donné.
parce qu'effectivement, c'est un des signes qui, justement, qu'on est victime de love bombing. Encore une fois, si tu vis ça de façon isolée, ne va pas dire que la personne te fait du love bombing, d'accord? Mais si tu vois plusieurs points qui se répètent là ici, ça peut être le signe, je dis bien ça peut encore, être le signe que la personne te fait du love bombing, d'accord? Ouais. Peut-être qu'un des autres trucs, un des autres points, Julien, ça va être la flatterie excessive et les compliments à répétition. Donc en fait, la personne, elle va venir vraiment te flatter un maximum, vraiment au point où elle va te mettre sur un certain piédestal, d'accord? Et encore une fois, je le redis, je trouve que c'est important de répéter parce que des fois, il y a des personnes qui font aussi des Tu raccourcis. vieillis, Samir, hein, tu vieillis, tu radotes. Oui, je sais, mais vraiment parce que, en fait, je pense que les personnes qui écoutent nos podcasts du début jusqu'à la fin vont faire la différence. Mais je sais qu'il va y avoir des shorts aussi qui vont être publiés sur les réseaux sociaux et qu'il y a certaines personnes qui vont faire des raccourcis et qui vont dire, ah bah ouais, bah moi il y a quelqu'un qui fait ça, ça veut dire qu'il me fait non non, vraiment de prendre en considération qu'il y a plusieurs points. D'accord? S'il y a un ensemble de points qui se cumulent, là tu peux dire, ah OK, Il y a peut-être quelque que chose. il y a quelque chose, d'accord? Et si en Ouais, plus tout je à me fait. sens mal à l'aise, si en plus je sens que je suis sous pression, si en plus je sens que je suis sous emprise, bah là tu vois ça vient rajouter confirmer le truc en fait. Voilà. Ouais, complètement. Donc ouais, donc ça c'était un des autres points. Point suivant qu'on peut nommer aussi ici, c'est le contact constant et la pression en fait que ça peut générer. Ouais. On s'appelle tout le temps, on s'envoie des messages tout le temps, on est bombardé sur les réseaux sociaux, le besoin de ah mais il faut qu'on se voit, mais on peut pas se louper, mais tu peux pas partir. C'est aussi ce côté où finalement, encore une fois, la personne peut le faire sans s'en rendre compte, mais elle crée un environnement qui est de plus en plus oppressant autour de toi. Mm. Et si jamais tu sens que tu as plus la possibilité de faire, d'être librement, bah, ça peut être un signe qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. Oh, on se fait du love bombing, Julien, on est en contact permanent tous les jours. Oh, Samir, tu sais, heureusement que t'es là, parce que sans toi, qu'est-ce que je serais malheureux. Non, en vrai, si t'étais pas là, ça me ferait chier. Bah, remarque, je te connaîtrais pas. Mais Donc ça me ferait chier aussi. je ne saurais pas ce que ça ferait. Si je te connaissais pas, je ne saurais pas ce que ça ferait. C'est ça. Mais non, c'est sûr, avec le recul, ça me ferait chier que tu sois pas là. Ouais, bah c'est pareil, c'est pareil. Mais tu sais, ça me fait penser justement à une amie à l'époque, une fille que je connaissais, bah, une amie. C'est un grand mot, une amie, c'est plus une collègue avec qui j'avais eu quand même des liens assez forts parce que on a vraiment rigolé pas mal quand elle travaillait dans mon entreprise, dans l'entreprise dans laquelle je bossais, et qui une fois, en fait, était tombée sur un gars qui arrêtait pas de lui dire, ah là là, sans toi, ma vie serait impossible, je pourrais pas vivre sans toi. Et puis en fait, tu sais, elle était assez franche et directe. Elle lui a dit, ben, tu faisais comment avant de me rencontrer? Donc arrête de dire des conneries. Mais elle était trop dure, hein, tu vois. Mais en fait, elle avait voulu le recadrer de non, en fait, c'est pas, c'est comme, en fait, avant de me connaître, tu vivais très bien ta vie. Donc ne mets pas cette pression-là de si je suis pas là, ta vie elle est foutue, quoi. Et T'as c'est pas ça, en besoin de fait. moi, là. C'est exactement ça. On C'est peut mieux. partager plein de trucs ensemble et c'est chouette si t'es là et on C'est ça. peut vraiment connecter, partager, vivre des aventures, découvrir des trucs, traverser des moments aussi qui sont plus difficiles et de savoir qu'on a des personnes autour de soi qui sont là, sur qui on peut compter. Parce qu'il faut vraiment faire la distinction entre cette dépendance qui peut être hyper toxique et finalement ce cadre où mais tu sais que tu es entouré de personnes de confiance en qui tu peux t'en remettre, à qui tu peux parler, à qui tu peux partager ce que tu ressens, ce que tu vis, sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait de conseils à tout va, sans que c'est juste que la personne soit présente. Et je me souviens de ce petit bout d'interview de Simon Sinek, le gars qui est derrière l'importance du why, la question du why, de Ouais. commencer par le pourquoi, qui partageait justement qu'il y avait une étude qui avait démontré qu'on a besoin de 8 minutes avec un ami pour pouvoir rééquilibrer notre système nerveux et sortir d'une situation de détresse émotionnelle dans laquelle on peut se trouver, et qu'on a juste besoin de 8 minutes où l'autre va nous écouter, va être présent, va peut-être poser des questions, juste être là pour nous, et qu'à ce moment-là, on va pouvoir
repartir dans une bonne dynamique. Fait qu'on n'est pas en train de te dire, toi qui nous écoutes, deviens full indépendant, envoie chier tout le monde, t'as besoin de personne, t'as juste besoin de toi-même, aime-toi toi-même, puis les autres on s'en tape. Pas du tout. Mais c'est de comprendre qu'il y a des choses dont on est pleinement responsable nous, et donc les autres sont pleinement responsables d'eux-mêmes, et que la seule chose finalement dont on est responsable par rapport à l'autre, c'est la manière dont on contribue à l'équation et ce qui ressort de la relation. C'est la seule chose dont on est responsable. Je suis pas responsable de ton bonheur, de ton épanouissement, de ta joie de vivre, de tes décisions, de tes choix, de ta progression. La seule chose dont je suis responsable, c'est qu'est-ce que j'amène dans l'équation et comment est-ce que je contribue, j'ajuste, je corrige ce qui va être amené de l'autre côté et comment ensemble on va pouvoir créer quelque chose de plus. C'est cet espace commun en fait qu'on construit et pas j'envahis ton espace, t'envahis le mien. Non, c'est pas le but, c'est malsain. C'est malsain d'envahir l'espace de l'autre. Et c'est malsain de se faire envahir notre espace à nous. Et c'est pas comme ça qu'on peut être épanoui. C'est pas comme ça qu'on peut trouver le bonheur, qu'on peut être en joie, qu'on peut être dynamique, qu'on peut être tout un tas de choses. C'est ultra pesant. C'est déjà lourd de se porter soi-même. C'est une responsabilité qui est énorme d'être responsable de soi-même. Mais si en plus tu dois être responsable des autres, déjà nous-mêmes, des fois, Julien, on se supporte plus, on n'en peut plus de nous-mêmes. Alors imagine les autres. C'est ça. Non, mais vraiment, c'est un point important. Et si on t'amène ces éléments-là, c'est vraiment pour que tu comprennes que toi aussi, une fois que tu amènes ce changement-là, tu vas voir que les choses vont changer. Et peut-être que toi qui nous écoutes, tu as déjà fait du love bombing avec les autres et c'est ok, c'est pas grave. Tu ne savais pas. Ça arrive, exactement. Et peut-être que tu l'as appris d'un proche, de ton environnement. Donc, c'est correct. On apprend des choses et puis notre objectif, en fait, c'est quand on est enfant, on est programmé. Et c'est pas grave. En fait, cette partie de programmation, elle est obligatoire. Parce qu'un enfant, s'il ne reçoit pas d'éducation, si les parents ne lui donnent pas des codes, tu veux qu'il se développe comment? Je dirais, il peut pas se développer tout seul. Il a besoin de l'adulte. D'accord? Et l'adulte fait comme il peut. Il fait pas ce qu'il veut. Il fait comme il peut et il fait avec tout le background qu'il a. C'est qu'il porte. Il a ses fardeaux, il a ses difficultés, il a ses traumas. Donc voilà, des fois on fait des erreurs. Moi j'ai une fille maintenant et j'essaye de faire attention, justement parce qu'on a travaillé. Tu sais, en tant que coach, je travaille sur moi, on travaille sur nous ensemble, Julien. Et en fait voilà, moi ma fille aujourd'hui, j'essaye de faire attention. Je suis très attentif. Des fois je me rends compte que tiens regarde, je suis peut-être en train de reproduire cette chose que mes parents faisaient. Donc en fait je me remets en question et je prends du recul et j'essaie de changer et de réajuster. Mais ça ne l'empêchera pas peut-être à certains moments de recevoir des choses qui sont peut-être pas hyper adaptées. Mais c'est ma responsabilité à moi, c'est de me remettre en question, de l'écouter, d'être à l'écoute, et puis d'ajuster le moment venu, de pas me braquer en fait. Et toi c'est la même chose. Donc c'est ok, peut-être que t'en fais, peut-être que tu le vis, c'est correct. Ne culpabilise pas, juste comment tu peux faire aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et ça, voilà, ça, on pourra peut-être y revenir après. Je vais rajouter, Julien, l'alternance entre attention intense et retrait, c'est un des signes. Comme l'exemple avec la personne que je connaissais, en fait, l'autre il va venir, il va te donner beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, et puis après il y a un silence complet, tu n'entends rien, il t'ignore. Ouais. C'est ça. Et en fait, c'est ces phases d'intensité émotionnelle là qui vont amener des attentes. Et ces attentes, en fait, c'est comme, la personne, elle va accepter de vivre ce qu'elle vit, dans l'attente de recevoir des signes d'attention. D'accord? Et en fait, elle est addicte, pas au love bombing, mais elle est addicte aux marques d'attention. C'est comme, ok, je te prive d'un coup, et dans l'attente, tu vas accepter tellement de choses, d'accord? Tu vas te piétiner, tu vas faire tout ce que je te dis, dans l'attente de recevoir cette attention-là. Donc en fait, t'es addict à l'attention. On peut voir ça un peu comme ça. Ouais, complètement. C'est toute cette déstabilisation en fait que ça amène et ça crée du coup une dépendance émotionnelle. C'est ça. Parce que de toute façon, tu vas être en recherche de attends, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait, que j'ai pas dit, que tu vas te remettre énormément en question. Alors, il y a ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure rapidement, il y avait l'isolement progressif. Oui. Finalement, de plus en plus, la personne prend tellement de place que tu connectes plus avec d'autres personnes.
Il y a la réciprocité immédiate aussi Ouais. qui va être demandée. C'est-à-dire que l'autre t'apporte quelque chose, donc il s'attend à ce que tu lui apportes aussi la même chose C'est ça. en retour. Regarde ce que j'ai Mmh. fait pour toi, tu pourrais faire ça pour moi. Regarde, je suis obligé de te demander ça alors que moi j'ai fait ça pour toi hier. Fait qu'il il y a ce côté de réciprocité immédiate qui va être assez prenant dans certaines situations. Mmh. Fait que ça peut être un des points auxquels tu peux être attentif ou attentive de est-ce qu'il y a cette exigence de la part de l'autre? Parce que si tu regardes bien, si tu as envie de faire quelque chose pour la personne, fais quelque chose pour la personne, mais ne le fais pas avec une attente. C'est ça. Dans ce cas-là, si tu le fais avec une attente, bah, c'est une forme de manipulation. Bah, c'est ça. Parce que tu dis, bah tiens, je vais faire ça pour lui ou pour elle, comme ça, en retour, j'aurai telle et telle chose. «Ouais, moi je Non. voulais pas le faire, mais je l'ai fait pour toi, c'est pour te faire plaisir», ouais, ouais. Mmh. Alors regarde, on va prendre un peu de recul. Je n'ai pas pris la décision pour toi. Tu as décidé comme un Exactement, grand, comme une grande de passer à l'action. Si ça te plaît pas, recommence pas la prochaine fois, c'est pas grave. c'est ça. Et c'est ça aussi, c'est de se dire comment je réagis en fait à ce genre de comportement, à ce genre d'attitude. Moi, je me souviens d'une fois dans un des premiers boulots que j'ai eu en tant que salarié, c'était pendant mes études pour financer mes études. J'ai ma boss, à un moment donné, qui m'engueule au téléphone et qui me dit: «Oui, Julien, vous avez fait ça, machin et tout». Alors j'étais loin d'être parfait, hein, parce qu'en plus de toute façon, j'étais sur un poste, qui m'intéressait pas du tout et clairement, j'oubliais plein de trucs parce que déjà d'une, ça m'intéressait pas. Puis Mmh. deuxièmement, c'était des éléments qui étaient à gérer où j'étais pas du tout câblé pour faire ça. Bref. Et elle commence à me gueuler dessus au téléphone et tout. Et je lui dis: «Non, non, non, mais là, on va se détendre, en fait. Je fais des erreurs, je les assume. Là, vous avez pris une décision. Vous m'avez demandé de faire ça exactement comme ça. Donc, vous allez vous calmer». Et, J'adore. et du coup, bon, elle a continué à gueuler, je pense, pendant 2-3 minutes, puis après, elle est redescendue parce qu'elle a vu que, bah, finalement, j'allais pas répondre à ça. Mais c'est vraiment important de, tu sais, regarde, tu mets tes limites. Encore une fois, c'est qu'est-ce que tu tolères et qu'est-ce que tu tolères pas. Mets tes limites parce que parce que parce que sinon ça prend des mesures et surtout ça t'impacte tellement profondément. Et on va en parler justement des conséquences psychologiques juste après. Mais tu sais, ça me fait venir à un autre point que tu peux observer, c'est le manque de cohérence dans les comportements. C'est ok d'avoir des variations. C'est ok en fait d'avoir des moments où toi tu vas bien, l'autre va bien, va moins bien. Tu vois qu'il y a des fluctuations. Mais quand il y a de l'incohérence dans les comportements, ça aussi c'est un signe de ok, là il y a quelque chose qui va pas. Parce que le truc, en plus, c'est que très souvent, c'est à toi qu'on va reprocher de pas être cohérent dans ta C'est ça. manière de fonctionner. Mmh. C'est à toi qu'on va te dire, ouais, mais t'es pas comme d'habitude. Ouais, mais regarde là, t'as changé. Ouais, mais regarde là, t'as. Est-ce que c'est moi qui ai vraiment changé? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est ok si on te dit ça, mais demande des preuves, demande des explications, demande des précisions. Si l'autre est infoutu de t'expliquer ce que t'as changé, ce qui va plus de ton côté, ce qui fonctionne plus, c'est que c'est peut-être pas de ton côté qu'il y a quelque chose qui marche pas. Ça veut pas dire que t'es parfait ou parfaite, hein, attention. Mais c'est probablement pas de ton côté qu'il y a justement cette fluctuation-là. Donc, point à surveiller, le manque de cohérence dans les comportements, dans les paroles, dans les gestes, dans les attitudes, qui, en fait, t'as pas la même réaction. T'apportes un truc, t'as une réaction un jour, t'apportes le même truc, t'as une réaction différente ce jour-là. Si ça arrive une fois de temps en temps parce que la personne n'a pas le moral ou parce que c'est c'est pas le jour où elle est contrariée ou peu importe, ok. Mais si c'est constamment en train de fluctuer, c'est pas bon signe. Ouais, exactement. Merci Julien pour ce point-là et peut-être, bah, le dernier, bah, ça c'est logique, mais la manipulation émotionnelle subtile. Parce qu'en fait, Mhm, parfois la personne, elle va jouer, bah, sur ta peur, comme tu as pu l'expliquer tout à l'heure. Ta peur de perdre, cette relation, en fait, pour mhm. pouvoir te faire accepter ce qui ne te convient pas. Et là, bah, on en revient à ce qu'on a dit. Ouais. Si la personne fait un choix, c'est son choix. Peut-être que toi, tu n'as pas envie, en fait, que ça s'arrête. Ça, c'est possible, d'accord? Mhm. Mais, C'est ok. j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta relation avec toi-même pour une autre personne? Mhm.
Et parfois, la réponse est oui. Parfois, la réponse est oui, effectivement. C'est pas Et la ensuite, bonne réponse, mais parfois, la réponse est oui. ouais. Et tu sais, encore une fois, sans nécessairement rentrer dans le détail, mais je pense qu'il y a plein de gens qui pourront se reconnaître. Je sais que pour ma part, ayant subi justement à plusieurs reprises ça, j'ai fait des choses, j'ai accepté des choses que jamais, au grand jamais, j'accepterais de revivre aujourd'hui ou de Ouais. refaire aujourd'hui. Mais parce que C'est tu as comme no travaillé way, sur hein. toi. Il y a zéro négociation. T'attends ça de moi, bah regarde-moi bien de face parce que c'est la dernière fois que tu me vois de face. À partir de maintenant, la seule chose que tu vas voir, c'est mon cul parce que je m'en vais. Mais c'est vraiment aussi d'être bienveillant avec soi-même. Si jamais toi qui nous écoutes, t'as déjà vécu ça ou que t'es en train de vivre ça, sois bienveillant avec toi-même parce que il y a sûrement des choses à l'intérieur de toi qui te font accepter ce genre de choses, mais t'as le droit de changer tes critères personnels, t'as le droit de changer ton mode de fonctionnement, t'as le droit aussi de dire ok, ça je ne tolère plus. Encore une fois, je reviens là-dessus, je radote, mais Mmh. c'est hyper important. Et même si tu regardes en arrière, comme je peux le faire là, et que tu te dis putain, j'ai fait des trucs que j'aurais jamais dû faire ou que j'aurais jamais dû accepter, ou je me suis absolument pas respecté dans ces moments-là, bah c'est de te rappeler que ça te définit pas en tant que personne et Mmh. que ça arrive et que c'est ok, que ça fait partie de ton histoire et que peut-être tu pourras raconter ça comme des anecdotes qui pourront même être drôles dans une certaine mesure en disant mais putain, un jour j'ai accepté de faire ça, quoi. C'est un truc de ouf. Mmh. Imagine, j'ai fait ça, j'ai vécu ça, j'ai autorisé ça. Et c'est ton regard là-dessus qui est important. C'est le regard que tu vas porter sur ton histoire, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, qui va être important. Donc, sois cool avec toi-même si jamais tu as déjà vécu ce qu'on est en train de te parler là aujourd'hui, pour justement que ça se reproduise pas. Exactement. Donc ouais, donc je pense qu'on a fini avec les signes. Mhm. Mais voilà, de garder à l'esprit que un seul signe tout seul, ça veut pas forcément dire qu'il y a ce love bombing. Tout à Mais fait. si on a plusieurs qui se cumulent et en plus qu'il y a cette sensation d'emprise, d'accord? Mm. Comme si la personne ne te laissait pas respirer, qu'elle voulait avoir le pouvoir sur toi, écoute-toi, d'accord? Ça va être important. Alors du coup, Julien, on va maintenant parler des conséquences psychologiques. Donc Mhm. ça va être une perte de repères et d'intuition, ça va être une hyperdépendance émotionnelle, ça va Mhm. être une dépendance aux gestes positifs. Bah encore une fois parce qu'ils arrivent juste après des moments de rejet ou de tension. C'est encore une fois ce que je racontais tout à l'heure, hein, Julien. Ouais. C'est vraiment tu vois, la personne, elle te fait vivre un moment difficile et juste derrière, elle te donne une attention positive. En fait, on est dans un réflexe pavlovien, encore une fois. C'est Mhm. je passe par un moment difficile et en fait, dans l'espoir de repasser d'avoir ce signe d'attention qui va comme me sortir de cette période, bah en fait, je vais patienter et je vais accepter. Ensuite, il va avoir la chute de l'estime de soi. Encore une fois, surtout quand l'autre retire son attention soudainement. Le doute Mhm. de soi-même, c'est moi le problème. Peut-être que je me fais des idées, peut-être que je suis trop exigeant ou exigeante. Il y a le sentiment de confusion, voire même de culpabilité, qui est très souvent présent. Mhm. Un épuisement émotionnel et physique, à force de rechercher Ouais. encore une fois un sens au comportement de la personne, parce que le cerveau va nous embarquer dans une recherche de logique qui est complètement conne. Alors, tu vis Mhm. quelque chose et le cerveau, il va vouloir coller une étiquette dessus et il va essayer de trouver plein d'excuses. Il va essayer de trouver plein Tout de à fait. raisons. Et très souvent, ces raisons, c'est pas les bonnes. D'accord? Il va venir juste compléter. Je vais donner un exemple. Si tu manques d'estime de toi, ben en fait le cerveau il va pas t'amener des éléments qui vont être aidants. Il va venir confirmer au travers du sens qu'il va trouver. Il va venir confirmer encore une fois le fait que c'est toi le problème, le fait Mhm. que comme enrichir ton manque d'estime de toi. Tout à fait. Et puis ensuite il va y avoir du coup le fait d'être conditionné, que notre bonheur va être conditionné en fait à l'attention de l'autre. Et Mhm. il y a l'isolement. Il y a certainement d'autres signes, mais ça, c'est les signes qui reviennent très souvent. Exactement. Ouais. Alors Julien, comment on fait pour s'en protéger? Alors, Ça va être comment on fait? important Bon, ça. on a déjà donné plein de points depuis tout à l'heure, des partages, etc. Mais On on va radote, on radote, refaire on ce radote, on point-là. radote, on On radote. radote, exactement. On va s'acheter des casquettes et des t-shirts où c'est marqué je radote. C'est ça. Ou radoteur professionnel. Je ne sais pas, on va voir.
Alors, comment on s'en protège? Bon, déjà, c'est de savoir tout ce qu'on t'a partagé ici. Ça, c'est déjà un excellent début parce que Mmh. ça va te permettre de t'en protéger puisque tu vas le repérer plus facilement. C'est apprendre à ralentir, pardon, une relation. Mmh. Hem, Même si l'autre te pousse à aller plus vite, à accélérer le process, ralentis, appuie sur le frein. Ça veut pas dire que tu arrêtes la relation, ça veut pas dire que tu la remets nécessairement en question, ça veut juste dire: «Regarde, on va y aller un peu plus cool là. On va pas se marier dans les 6 prochains mois. On va pas Mmh. s'acheter une maison au bout de 2 semaines. On on y va cool, on ralentit. Que tu prends le temps de découvrir l'autre, tu prends le temps de prendre tes marques, de définir les limites, de définir ce qui est bon, ce qui est pas bon. Vas-y cool». Écoute aussi les signaux d'alerte internes. Si tu sens de la gêne, si tu sens de la pression, si tu commences à sentir la peur de déplaire, même chose. Parce que, tu sais, encore une fois, il y a ce que l'autre va faire et peut-être que l'autre va faire preuve de love bombing, mais il y a aussi après tes propres insécurités, ton propre inconfort qui va avoir de l'influence sur l'autre. Mmh. D'accord? Parce que il y a rien qui dit, de toute façon, que parce que tu as vécu du love bombing dans ta vie, que toi, t'en as pas fait. T'en as peut-être fait aussi. Ouais, Et c'est ça. peut-être que tu es en train d'en faire en ce moment. Et peut-être que tu en feras plus tard. Mais juste d'être vigilant, vigilante, c'est soit à l'écoute de tes inconforts, soit à l'écoute de tes signaux d'alerte et les transfère pas nécessairement sur l'autre. Questionne-toi aussi. D'accord? Tu as le droit d'avoir des doutes sur ce qui se passe avec l'autre. Tu essaies de prendre du recul, de voir ce qui se passe, d'analyser, de comprendre, d'en discuter, de pas t'isoler, justement. Mais c'est aussi de rester à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi et de vis-à-vis de toi-même. Et voir est-ce qu'il y a des choses en fait, qui sont en train de s'activer et qui peuvent m'influencer négativement, mais qui m'appartiennent aussi. Parce qu'autant l'autre est pas responsable de ton bonheur, mais il est pas responsable de ton malheur aussi. Donc, ça va dans les deux sens. Tu fais attention, bien évidemment, aux manipulateurs, qui savent souvent charmer les personnes qui sont autour de nous et passer pour des gens extraordinaires, exceptionnels. Si les gens autour de toi ont juste que des éloges à donner sur cette personne que tu viens potentiellement juste de rencontrer, c'est peut-être pas le bon signe. Mmh. C'est peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Et c'est pas systématique, mais on prend des précautions. Ouais. Fixer des limites qui sont ultra claires. Je reviens sur le principe de ce que tu tolères et de ce que tu tolères pas. Tu as besoin de mettre des limites. D'accord? Peu importe la nature de la relation, tu as besoin de mettre des limites. C'est super important. Ne culpabilise pas si jamais tu doutes. Parce que la confusion, c'est une arme massive de destruction massive du manipulateur. Ne culpabilise pas d'avoir des doutes. Travaille tes doutes, explore tes doutes, questionne, rassure-toi, recadre, restabilise la chose, mais ne culpabilise pas d'avoir des doutes. Parce que le corps, il sait bien souvent avant le cerveau. Il y a ton intuition qui travaille, il y a tes ressentis qui travaillent, il y a toute la dissonance cognitive qui peut s'activer en toi, qui peut amener ces inconforts. Si c'est présent, c'est qu'il y a une raison. Après, pas nécessairement tout mettre sur le dos de l'autre et systématiquement dire ah mais c'est parce que l'autre c'est un manipulateur, c'est parce que l'autre il me fait du love bombing. Non non, pas nécessairement, mais prends le temps de voir ça et puis travaille sur toi parce que ça il y aura pas de c'est c'est quelque chose à côté duquel tu ne peux pas passer. Il faut vraiment travailler sur toi. Parce que Ouais. ce travail sur toi, que ce soit avec un thérapeute, que ce soit avec un coach, que ce soit avec un conseiller spirituel si tu veux, peu importe, prends la personne qui te convient le mieux. Ce travail sur toi va être une clé essentielle pour ne plus subir ce genre de situation, pouvoir repérer ce genre de situation à l'avance et donc pas tomber dans tes schémas habituels. Parce que si t'es déjà tombé dedans une fois, il y a des chances que tu retombes dedans une deuxième fois si tu travailles pas sur C'est sûr. toi. Fait que vraiment, fais attention et l'amour de manière générale n'étouffe pas, Mmh. ne bloque pas, ne limite pas. L'amour te donne de la place, te libère, te permet de progresser, d'avancer, de prendre des risques, de prendre des décisions, de sentir que tu es à ta place, de sentir que tu as de la valeur, que tu comptes pour la personne que tu es, pas pour ce que tu fais, pas pour ce que tu renvoies, Exactement. pas Mmh. pour... Peu importe. L'amour est pas là pour te restreindre. Si l'amour te restreint, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Bah, on est dans l'amour Fait qu'on fait conditionnel au attention. final. Ouais, on Ouais, est dans l'amour conditionnel. Mais c'est complètement. ça, après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas aimer. Bref, toi qui nous écoutes, certainement que autour de toi, tu as des gens qui ne t'aiment pas inconditionnellement et qui t'aiment conditionnellement.
mais le tout, ça va être de recadrer. Ça va être Mmh. toi de poser le cadre. Voilà. Voilà ce que je veux. D'accord? Et au plus tu vas mettre des limites, au plus il y a des gens qui vont certainement te quitter, mais tu vas laisser aussi de la place pour des personnes qui réellement vont t'aimer pour ce que tu es. D'accord? Avec tes défauts, avec tes difficultés, et qui, au contraire, seront là pour t'aider à les dépasser. Et c'est ça qui est important. Parce que voilà, tu sais, la vie est trop courte pour que tu t'infliges des relations toxiques et des personnes qui vont t'aimer pour, de façon conditionnelle, comme si tu étais un robot et que tu devais répondre à chacun de leurs actes ou chacun de leurs désirs pour pouvoir être aimé. C'est pas du vrai amour. D'accord? Donc bref. Je pense qu'on Vas-y. a fait le tour. On a fait le tour, ouais. Voilà, c'est bon. On espère que toi qui nous écoutes, voilà, ça t'a donné une lecture plus juste de ce fameux phénomène du love bombing, que d'ailleurs tu as peut-être déjà entendu parler à maintes reprises sur les réseaux sociaux, mais que tu vois un petit peu plus clair maintenant par rapport à tout ça. C'est un piège, d'accord? Tout ça, c'est un piège, c'est de la manipulation. Fais attention, surveille les points. Si jamais toi tu vis cette situation, hésite pas à mettre un commentaire à ce podcast, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur notre communauté, peu importe. Hésite pas à marquer ce que tu vis, n'hésite pas à marquer des partages toi-même de ce que tu as pu traverser, des signaux que tu as déjà repérés. Et puis, si tu as des questions, tu les mets en commentaire, puis ça nous fera plaisir de te répondre, de t'aiguiller, de te donner des pistes de réflexion pour que tu puisses faire avancer tout ça dans la meilleure direction possible. Exactement. Alors, justement, avant de finir, moi, je te pose une dernière question. Toi, qui es aujourd'hui peut-être dans une relation, dans un travail, et puis qu'il y a quelqu'un potentiellement qui te fait du love bombing, en fait, pose-toi cette question, est-ce que tu te sens libre dans cette relation? Si tu ne te sens pas libre, c'est que c'est pas une relation saine. D'accord? C'est Donc ça, voilà. qu'il y a des ajustements à mettre en place. Ça veut pas dire que tu prends tes affaires, que tu te Ah casses oui, et oui, oui, oui. que Voilà. c'est pas Pas ça la réponse d'extrême. systématiquement. Mhm. Mais effectivement, c'est un bon point que t'amènes, Samir, de est-ce que je me sens libre dans cette relation? Et sinon, pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a des choses que je ne fais pas mais que je m'empêche moi-même? Est-ce que c'est les attentes de l'autre qui prennent trop de place sur moi et dans ce cas-là, on travaille dessus? Puis si vraiment ça fonctionne pas, t'aimeras les gens simplement d'un petit peu plus loin. C'est pas grave. Et c'est correct. Voilà, on a le droit d'aimer les C'est gens de plus correct loin. aussi. Alors toi qui nous écoutes, on va te demander de liker, de commenter, de partager ce podcast à un maximum de monde, justement pour faire connaître ça à plusieurs personnes autour de toi, de façon à ce que justement ils ne tombent pas dans ce piège et qu'ils puissent reprendre leur pouvoir à ce moment-là. Exactement. Et pour prêcher aussi la bonne parole. Tu sais, on n'est pas une secte, hein, Julien, mais je pense que Pas ce qu'on loin, pas partage loin. reste quand même intéressant et j'espère, en tout cas, c'est notre but d'aider les gens à reprendre leur pouvoir Absolument. et puis à avoir une vie beaucoup plus simple au quotidien. C'est pour ça qu'on appelle ça la systémique du bonheur d'ailleurs. Et puis je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À à la la prochaine. prochaine.